communication interculturelle, déjà, l'appellation objectivante est à rediscuter dans ses composantes. Je ne vais pas rediscuter le terme communication, qui, lui, est plein d'ambiguïté, puisqu'il peut caractériser aussi bien des pratiques, certaines inscriptions idéologiques et certaines écoles de pensée théoriques. Le terme interculturel, lui aussi, doit être interrogé. Il laisse supposer qu'il y aurait un échange, quelle que soit la nature de cet échange, ouvert ou fermé, entre des cultures a priori différentes. Donc ça pose la question du rapport à l'autre, ça pose la question de l'altérité. Si on monte historiquement parlant, est-ce qu'on peut parler de communication interculturelle? La difficulté, que ce soit au niveau de l'individu ou d'une collectivité, c'est reconnaître l'autre est toujours douloureux. C'est-à-dire que l'autre, en fait, nous conduit par sa différence à remettre en question ce qui est de l'ordre de sa propre construction, qu'on estime par définition universelle, qu'on estime juste et qui nous construit dans des certitudes. Or, la rencontre avec l'autre nous amène à interroger ce qu'on a appelé des certitudes jusqu'ici et qui peut parfois nous amener à être dans des attitudes de déni, voire de rejet. Alors, l'attitude de rejet a consisté, par exemple, historiquement parlant, à rejeter l'autre, à le rejeter dans un espace où il n'est pas humain. Par exemple, les Indiens ont-ils une âme? Et à partir du moment où on répondait non, on pouvait leur appliquer un traitement inhumain. Ou alors, l'attitude consistait à rejeter l'autre en le qualifiant d'homme, mais dans la dimension la plus vile, la plus brutale, et on le qualifiait de barbare. Ce qui permettait, dans la communication interculturelle, d'identifier ceux qui appartenaient à la communauté des nous et ceux qui étaient extérieurs à nous et qu'il fallait absolument exclure. Des exemples, on en a plein. Par exemple, même la fameuse démocratie athénienne que l'on présente comme étant un modèle d'échange direct avec le citoyen. On accordait la citoyenneté qu'à certains types de personnes et surtout pas aux météikos, les métèques, ceux qui étaient justement en dehors de la cité. Et puis cette communication interculturelle a évolué, où on a commencé à admettre la différence, mais dans sa potentialité à devenir nous. C'est l'universalisme, par exemple, des philosophes des Lumières, voire même des constituants de la période révolutionnaire en France, où on s'ouvre à l'autre, mais en considérant qu'il n'est pas au même niveau que nous et qu'il faut très rapidement l'amener à partager les mêmes valeurs pour devenir enfin un citoyen à part entière. La communication culturelle a évolué, en ce sens qu'au niveau même des écoles théoriques, on s'est aperçu que l'autre pouvait avoir, lui aussi, un certain nombre de valeurs, et des valeurs qui pouvaient être intéressantes, y compris dans une démarche universelle. Par exemple, Jean-Paul Brodeur, un chercheur canadien, nous a appris à distinguer ce qu'on appelle les valeurs, qui peuvent être partagées, nourries, enrichies par quelque culture que ce soit. Les us qui en soi n'ont aucune prétention à l'universalité, par exemple le fait de se dire bonjour, dans telle société on va se faire 2 bises, dans d'autres 3 bises, dans une on va se frotter le front, d'autres le nez, mais ça n'a aucune prétention à l'universalisme. Par contre, la valeur de saluer l'autre pour l'accueillir peut avoir une valeur d'universalisme. Et entre les deux, Jean-Paul Brodeur nous a appris à distinguer ce qu'on appelle les mœurs. Et c'est sur ce terrain qu'un certain nombre de chercheurs ont montré comment des sociétés pouvaient se permettre des jugements, parce que le risque du relativisme et de se dire finalement toutes les cultures se valent, est une première démarche intéressante, une démarche d'ouverture, mais c'est une démarche qui peut nous amener aussi dans un relativisme absolu, un radicalisme tel que, au nom de la différence, on va admettre finalement l'ignominie. On n'a pas le droit de juger, on va dire. Jean-Paul Brodeur nous a appris à distinguer le terrain des mœurs sur lequel, lorsque ces mœurs viennent heurter l'intégrité physique, morale, psychique, intellectuelle ou autre d'une personne, on pouvait avoir une légitimité à intervenir et à effectivement se dire que sur ce terrain-là, on a un droit de jugement.
Aujourd'hui, avec la mondialisation croissante, l'interculturalité est vécue et théorisée aussi de différentes façons. Les théories, par exemple, de la globalisation, pensaient qu'avec les technologies de l'information, on allait entrer dans le village global, ce qui signifiait en gros que progressivement, de la même façon qu'on nous a dit il n'y a plus d'histoire, il n'y aura plus de différences culturelles. C'est-à-dire grâce aux technologies, télévision et autres, nous apprenons les mêmes comportements et que nous soyons ici à Gadir ou que nous soyons à Moscou ou que nous soyons à Lima, nous consommons les mêmes jeans, les mêmes pizzas, nous écoutons les mêmes chanteurs, les mêmes musiques et bref, nous sommes entrés dans le village global où les émotions sont mondiales et sont universellement partagées. Sauf que le local, il s'est rebellé par rapport à cela et il a commencé à se dire mais nous on ne fonctionne pas comme ça, nous on a nos spécificités. Et alors que dans un premier temps, par exemple au niveau de la communication organisationnelle, on a tenté de considérer la différence comme étant une composante avec laquelle malgré tout il fallait faire, et on a commencé à apprendre la diversité culturelle sous l'angle de la tolérance. Les théories néo-institutionnelles nous ont appris à considérer que la différence n'est pas seulement une composante avec laquelle on n'avait pas le choix, il fallait viser l'intégration. Et maintenant, ces théories estiment que ce n'est pas une composante avec laquelle il faut être tolérant, c'est une composante absolument indispensable pour faire l'apprentissage de la mobilité, de la flexibilité, de la souplesse d'esprit, parce que le monde est un monde à la fois global et un monde à la fois local, et il nous faut nous entraîner et jongler avec ces différentes tensions entre l'universalisme et le singulier. Voilà en gros aujourd'hui où nous en sommes au niveau des principales tendances réflexives, que ce soit des acteurs sociaux eux-mêmes ou des écoles théoriques sur l'interculturalité. On pourrait même aller jusqu'à se poser la question, sommes-nous aujourd'hui devenus des hommes au sens humain interstitiels, c'est-à-dire des gens qui ne sont ni ici ni ailleurs, mais à l'interstice. À la fois je suis à Agadir, mais en même temps j'ai étudié en France et du coup j'ai une partie de moi-même qui est française. Et puis j'ai épousé une femme qui est, je ne sais pas, libanaise, et du coup j'ai une partie de moi aussi qui est un peu libanaise. Et puis je suis allé voyager, j'ai des régions du monde où j'ai l'habitude d'aller, et du coup je suis aussi un petit peu chinois. Et enfin bref, au fur et à mesure que nous avançons dans notre existence, et au fur et à mesure des brassages qui sont de plus en plus développés, qu'ils soient ouverts avec le tourisme ou fermés avec les migrations politiques lorsqu'il s'agit de réfugiés, ou les migrations économiques lorsqu'il s'agit de chercher en fait de quoi subvenir à sa propre existence. De plus en plus donc nous sommes confrontés à l'altérité, et l'altérité est à la fois une ouverture, une opportunité d'ouverture vers l'autre, mais aussi une opportunité de mieux se connaître et se comprendre, car nous sommes à la fois un petit peu de l'autre, un petit peu de soi, en recomposition permanente au fur et à mesure que nous avançons dans nos existences et que nous percevons en fait les différentes facettes de notre identité. Bref, tout ça nous renvoie au questionnement sur l'identité. Qu'est-ce que l'identité ? Eh bien, c'est tout sauf un concept figé, sauf quelque chose qui est localisé. C'est en fait une dynamique permanente. Et c'est là où justement tous ceux qui se réfugient dans l'identité fermée, qu'elle soit exclusive ou qu'elle se veuille ouverte, ce sont des gens en fait qui malheureusement atrophient leur perception et en même temps celle des sociétés dans lesquelles ils vivent.